Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent promises à tout, mais n'accomplissent rien? Avez-vous remarqué cet homme aux yeux brillants comme s'il détenait les secrets de l'univers, qui parle avec passion de projets grandioses, qui promet des mondes, mais qui n'ose même pas franchir la porte pour les concrétiser? Ce n'est pas qu'une simple connaissance. Ce n'est pas une cause perdue. Il est plus proche de vous que vous ne le pensez. Peut-être le voyez-vous dans le miroir. Cet homme possède un magnétisme troublant. Il porte en lui une étincelle vivante, comme appelé à quelque chose d'extraordinaire. Ses mots ont la force d'un manifeste. Il parle des livres qu'il écrira, des entreprises qu'il ouvrira, des lieux où il s'évadera, des chefs-d'œuvre que lui seul pourrait créer. Il parle et convainc. Il parle et l'espace d'un instant, tout le monde le croit. Même vous, même lui. Mais le lendemain, plus rien. Plus de livres, plus d'entreprises, plus d'évasion, plus de chefs-d'œuvre. Seul le silence pesant d'un énième rêve remis à plus tard. Et quand on l'interroge, il sourit en coin, comme s'il s'attendait à être mal compris. Il dit que ce n'était pas le bon moment, qu'il n'était pas la bonne personne, que le monde n'est pas encore prêt pour lui. Il semble sincère, il croit ce qu'il dit, et c'est pourquoi d'autres le croient aussi, du moins pour un temps. Mais le temps est impitoyable, le temps révèle. Et peu à peu, ses rêves s'accumulent comme la poussière sur les vieux meubles. Tant de projets interrompus qu'il est difficile de distinguer la fin d'une promesse de celle d'un mensonge. Même lui est perdu, même vous êtes perdu. Qui est cet homme? Un génie incompris? Un rebelle? Ou juste un garçon perdu dans un corps d'adulte? Il vit suspendu dans un lendemain qui n'arrive jamais. Il a toutes les réponses à des questions que personne n'a posées. Il a toutes les idées pour un monde qu'il refuse d'habiter. Il vit comme si la réalité était optionnelle. Et pourtant, elle est toujours là, à l'attendre. Avez-vous déjà essayé de l'aider? Vous êtes-vous déjà surpris à croire qu'il avait juste besoin d'un coup de pouce? Que s'il avait du soutien, il finirait par décoller? Combien de fois avez-vous tendu la main pour le voir se réfugier une fois de plus dans ses excuses? Combien de fois vous êtes-vous reproché de lui avoir exigé ce qu'il n'a jamais voulu donner? Parce qu'il y a quelque chose de cruel dans cette histoire. Il vous fait culpabiliser de vouloir le voir grandir. Il vous fait croire que c'est vous qui êtes responsable de ne pas avoir compris la beauté de votre liberté. Il transforme votre évasion en vertu, votre irresponsabilité en charme, votre lâcheté en authenticité. Et pendant un temps, vous y croyez. Mais au fond, quelque chose cloche. Vous commencez à réaliser que sa liberté a un goût de prison, que cette légèreté n'est qu'une peur déguisée, que ce refus de choisir n'est pas du courage, mais une peur de l'échec. Et puis on se demande, de quoi a-t-il tant peur? Pourquoi quelqu'un qui pourrait tout avoir choisit-il de ne rien avoir? Pourquoi quelqu'un né pour briller se cache-t-il dans l'ombre de ses propres rêves? Carl Jung a appelé ce modèle enfant éternel, l'éternel garçon. L'homme qui refuse de traverser les ponts, qui préfère vivre dans la promesse plutôt que de construire la réalité. L'homme qui refuse de naître à l'âge adulte. Cet homme paraît léger, mais il est prisonnier. Il paraît libre, mais enchaîné à un idéal impossible. Il paraît spécial, mais il est tout simplement trop ordinaire pour accepter sa propre humanité. Et on le ressent en sa présence. On sent son instabilité émotionnelle, sa difficulté à s'engager, son évitement de toute responsabilité réelle. C'est un adulte qui joue encore au garçon. Un homme qui exige d'être aimé comme un enfant, mais refuse d'aimer comme un adulte. Et pourtant, il enchante. Il enchante toujours, parce qu'il y a en lui une étincelle qu'on ne trouve chez personne d'autre. Parce qu'il porte encore en lui l'innocence de celui qui croit que tout est possible. Parce qu'il parle de choses dont on a oublié de rêver. Mais ce génie a un prix élevé, car il ne transforme jamais ce rêve en réalité. Il reste toujours sur le qui-vive, presque toujours, et cela le détruit. Ça le détruit. Ça détruit ceux qui l'entourent. Ça vous détruit même. Pourquoi préfère-t-il la promesse à la réalisation? Pourquoi vous contentez-vous d'illusions? Que se cache-t-il de l'autre côté du pont qu'il ne veut pas voir? Vous êtes-vous déjà demandé s'il savait quelque chose que vous ignoriez? Si son refus n'était pas seulement de la peur, mais aussi une trahison? Et si le monde extérieur était vraiment trop cruel? Et si la vie d'adulte n'était qu'un théâtre éculé où chacun fait semblant d'être heureux? Ces questions surgissent, mais elles ne durent pas longtemps, car au fond, vous le savez aussi. Vous savez que la vie n'attend personne, que rien ne s'épanouit sans racines, que rien ne s'accomplit sans risque. Et lui, il se trompe encore. Il attend toujours que la vie se plie à ses caprices, que la femme parfaite apparaisse,
que l'opportunité parfaite se présente, que le courage parfait s'éveille. Mais la vie n'est pas parfaite, elle ne l'a jamais été. Et il continue, tournant dans un cycle sans fin, nourrissant l'illusion que demain résoudra ce qu'il refuse de résoudre aujourd'hui. Avez-vous déjà pensé à l'abandonner, à le laisser à lui-même? Mais il y a toujours quelque chose qui vous fait rester, quelque chose qui vous fait attendre un peu plus longtemps, quelque chose qui vous fait croire que cette fois, ce sera différent. Et c'est peut-être pour cela que vous êtes ici maintenant. C'est peut-être pour cela que vous en êtes arrivés à ces mots. Parce qu'au fond, vous savez que cette histoire n'est pas seulement la sienne, qu'elle est peut-être aussi la vôtre. Je cherche, et si c'était vous, cet homme suspendu dans le temps? C'est la question que personne n'aime poser. Et c'est pourquoi ce n'est pas une attaque, c'est un miroir. Un miroir qui reflète un visage que beaucoup s'efforcent tant de ne pas voir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ça vous fait si mal de le regarder? Peut-être parce qu'il y a quelque chose en lui qui vit encore en vous. Et maintenant? Reste maintenant la question qui résonnait au début de ce texte. Pour combien de temps encore? Combien de temps resteras-tu là, coincé entre ce qui pourrait être et ce qui refuse d'être? Combien de temps allez-vous repousser le choix qui peut tout changer? Et si le temps s'écoulait avant cela? C'est ta question. Et la réponse aussi. Mais avant de répondre, vous devez être prêt à voir ce qui se cache derrière le charme. Parce que c'est là. Ça a toujours été là. Et à l'étape suivante de ce voyage, cette ombre sera révélée. Pas de masque, pas d'excuse. Il ne semble pas prisonnier. Bien au contraire, lorsqu'on le rencontre, il dégage une aura de légèreté, un sourire mêlant innocence et assurance, une façon de marcher sans poids sur les épaules. Il parle de liberté, comme s'il l'avait découverte avant tout le monde. Il dit ne pas se soumettre, ne pas s'incliner, ne pas se retenir. Il ne suit pas les règles, n'accepte pas les étiquettes, ne se laisse pas apprivoiser. Il semble fait de vent, incapable de rester longtemps au même endroit. Vous avez probablement déjà vu quelqu'un comme ça. Ce collègue a toujours une idée brillante, mais ne la concrétise jamais. Ou cet ami qui disparaît pendant des mois et revient en disant qu'il a tout laissé tomber pour voyager à travers le monde, pour finalement se retrouver au même point. Peut-être est-ce l'homme dont vous êtes tombée amoureuse, qui vous a regardé si intensément au début, vous promettant le monde, pour finalement disparaître lorsque la relation a commencé à exiger plus que des promesses. Il refuse de se conformer aux autres. Et pendant un instant, c'est inspirant. Il semble avoir trouvé la clé pour échapper à la monotonie, à la routine insignifiante. Il critique ceux qui ont des emplois stables, les qualifiant de traîtres. Il se moque de ceux qui vivent des relations durables, les qualifiant de prisonniers. Il dit être né pour quelque chose de plus grand. Il n'a pas été fait pour la médiocrité de la vie ordinaire. Et quand on est près de lui, ce n'est pas difficile à croire. On se laisse facilement emporter par ses paroles. Il y a quelque chose chez lui qui rappelle l'enfance, quand tout semblait possible et que rien n'avait encore de goût amer. Il parle comme un poète, rêve comme un visionnaire, vit comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et c'est précisément pour cela qu'il fascine. Car au fond, nous aspirons tous à cette liberté. Nous nous sommes tous sentis prisonniers de nos devoirs, de nos choix, désireux de tout laisser tomber et de disparaître. Mais pour lui, cette liberté n'est pas une lubie, c'est sa vie. Mais c'est là que l'histoire commence à se fissurer. Vous commencez à sentir que quelque chose ne va pas, même si vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Vous remarquez des petits détails qui ne correspondent pas à l'image qu'il projette. Vous commencez à pressentir que la légèreté que vous admirez tant cache un poids qu'il ne peut pas porter. Il ne reste jamais à un poste plus de quelques mois. Au début, c'était parce que, dit-il, l'environnement était toxique. Ensuite, parce que ses supérieurs ne le comprenaient pas. Ensuite, parce que le poste était trop petit pour quelqu'un comme lui. Enfin, parce qu'il s'est découvert une nouvelle passion qu'il fallait s'adonner sans tarder. On le voit passionné par un projet, obsédé, parlant sans arrêt, y consacrant toute son énergie. Mais au premier obstacle, à la première échéance, à la première prise de conscience que ce ne sera pas parfait, il laisse tout tomber et disparaît. Il en va de même dans vos relations. Il entre avec intensité, vous regarde comme si vous étiez la seule personne au monde, jure n'avoir jamais rien ressenti de tel. Mais dès que vous commencez à construire quelque chose de concret, lorsque vous lui demandez d'être là non seulement dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles, il disparaît, il s'éloigne, se renferme, devient froid. Il dit que vous l'étouffez, que vous en demandez trop, que vous ne le comprenez pas, et il y a toujours une explication convaincante.
Il ne supporte pas la monotonie. Il refuse d'être une personne comme les autres. Il a besoin d'être libre. Il se cherche. Et pendant un moment, tu y crois, parce qu'il y croit. Ou du moins, il semble y croire. Mais petit à petit, vous commencez à percevoir le schéma. Vous réalisez que cette liberté est une échappatoire, que cette légèreté est une peur déguisée, que ce refus de s'engager n'est pas une rébellion, mais une incapacité. Et puis la question se pose, ne le remarque-t-il pas? Ou préfère-t-il ne pas le remarquer? Il habille ses choix de belles paroles, mais la vérité est plus dure. Il refuse d'affronter la réalité par peur d'être écrasé. Il refuse d'essayer sérieusement, car il sait qu'il pourrait échouer. Il préfère rester dans le domaine des idées, où tout est parfait et où rien ne nuit. Cette prise de conscience vous fait mal aussi, parce qu'au début, vous l'admiriez, puis vous l'avez aimé, puis vous avez voulu le sauver. Mais maintenant, vous commencez à douter de son désir d'être sauvé. Et plus tu essaies de le ramener à la réalité, plus il s'échappe. Il te dit que tu es trop attaché, que tu ne comprends pas, que tu ne sais pas ce que signifie être libre. Il retourne tout ça jusqu'à te faire sentir mal de vouloir le voir grandir. Il vous fait croire que c'est vous qui demandez trop, alors qu'en réalité, vous ne demandez que le minimum. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que tu vois en lui un énorme potentiel gâché. Ça fait mal parce que tu sais qu'il pourrait être tout ce qu'il prétend être. Ça fait mal parce que tu as l'impression qu'il pourrait avoir tout ce dont il rêve. Mais il ne veut pas payer le prix. Et c'est la vérité qu'il ne peut pas admettre. Il veut voler sans se construire d'elle. Il veut aimer sans se donner. Il veut être spécial sans rien faire pour cela. Il veut être libre sans responsabilité. Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps il parviendrait à maintenir cette illusion? Et si un jour, il regardait autour de lui et se rendait compte que tout le monde était parti alors que lui était resté? Avez-vous déjà imaginé ce que cela serait pour lui de réaliser que le temps n'attend pas, que les opportunités ne reviennent pas, que le monde ne pardonne pas les retards? En a-t-il déjà pris conscience et refuse-t-il de l'admettre? Ou croit-il encore pouvoir fuir le temps à jamais? Ces questions vous taraudent sans cesse, car au fond vous savez qu'il n'y a pas d'échappatoire. Il dit qu'il ne veut pas de la monotonie d'un travail stable, mais en réalité, il ne supporte pas la routine. Il dit qu'il ne veut pas être lié à quelqu'un, mais en réalité, il a peur d'être vu pour de vrai. Il dit qu'il ne supporte pas les règles, mais au fond, il ne sait pas comment gérer les limites. Et vous commencez à comprendre que tout ce qu'il appelle liberté n'est que peur. Peur d'être frustré, peur d'être rejeté, peur d'être simplement humain. Et vous commencez aussi à vous demander « Pourquoi suis-je resté ici si longtemps? Pourquoi ai-je autant cru en ses promesses? Pourquoi est-ce que j'attends toujours qu'il change ?» Et peut-être qu'au fond, la réponse est que vous avez peur aussi. La peur de l'abandonner et de perdre cette étincelle qu'il porte. La peur d'accepter que cette brillance n'est qu'une illusion. La peur d'admettre que cette légèreté que vous admirez tant n'a toujours été qu'un voile recouvrant un abîme. Et pendant que vous y pensez, il est toujours là. Il n'arrête pas de parler de projets. Il n'arrête pas de rêver grand. Il n'arrête pas de saisir de nouvelles perspectives. Il n'arrête pas de fuir. Et la prochaine fois que vous le rencontrerez, il vous regardera avec la même étincelle dans les yeux et vous dira que c'est différent maintenant. Il vous promettra que cette fois-ci, ça marchera. Le croiras-tu? Ou va-t-il enfin réaliser que sa liberté n'est qu'une prison bien déguisée? Car, tôt ou tard, il devra lui-même s'en rendre compte. Et quand ce jour viendra, que restera-t-il? Un homme enfin devenu libre? Ou juste un garçon vieillissant piégé dans le corps d'un adulte avec rien d'autre qu'un tas d'histoires auxquelles personne ne croit plus? Cette réponse n'existe pas encore, c'est encore en cours d'écriture. Et peut-être que tu seras celui qui le forcera à voir, ou peut-être qu'il sera celui qui vous forcera à abandonner. Mais une chose est déjà claire, son charme ne durera pas éternellement. Et quand les lumières s'éteindront, il devra choisir, rester pour toujours dans le rêve ou passer enfin à la réalité. Ce choix se rapproche de plus en plus. Et dans le prochain chapitre de ce voyage, vous verrez de près comment les ruines qu'il laisse derrière lui commencent à s'accumuler. Et quand ils deviennent trop gros pour être ignorés, ni lui, ni vous, ni personne d'autre ne pourra plus faire semblant de ne plus les voir. Êtes-vous prêt à affronter ce qui vient après l'enchantement? Cette question résonne encore, et tu ferais mieux d'avoir une réponse quand le moment viendra. Au premier abord, il paraît inoffensif. On le voit parler avec enthousiasme, plein de projets et de convictions,
Et on croit que ce n'est qu'une question de temps avant que tout ne s'arrange. Après tout, il est brillant, intelligent, talentueux. Comment cela pourrait-il mal tourner? Mais petit à petit, un sentiment lancinant, presque imperceptible, s'insinue, comme un frisson silencieux. Pourquoi rien ne se passe-t-il? Pourquoi tout ce qu'il touche se transforme-t-il en promesses non tenues? Au début, vous essayez de l'ignorer. Vous essayez de le justifier. Il est trop sensible, pensez-vous. Il est intense, créatif. Il a juste besoin d'espace. Et vous vous en persuadez, car croire que le problème vient de lui serait trop cruel. Mais avec le temps, vous commencez à comprendre. Chaque projet abandonné n'est pas qu'un projet. C'est une part de lui qui s'effondre. Chaque personne qui s'éloigne n'est pas juste une autre personne qui ne le comprend pas. C'est une autre fissure dans un château qu'il n'a jamais eu le courage de construire. Et c'est là que quelque chose change en vous. Parce que vous commencez à remarquer que la destruction n'est pas seulement la sienne. Elle se propage. Elle affecte tout le monde autour de lui, comme une sorte de contagion invisible. Avez-vous remarqué que son entourage commence aussi à se sentir fatigué, frustré, diminué? N'est-il pas curieux qu'il laisse toujours une trace d'épuisement partout où il va? Il ne le fait pas par malice. C'est le plus déconcertant. Son chaos n'a rien de délibéré. Aucun calcul, aucune cruauté consciente. Il croit sincèrement qu'il essaie. Mais pourquoi essayer semble-t-il toujours signifier commencer sans jamais finir? Vous avez déjà vu cette scène, une relation qui commence par une explosion de passion et se termine dans un silence gêné. Des amis qui ont tout misé au départ, puis disparaissent sans faire d'histoire. Des membres de la famille qui passent des années à croire que, cette fois, ça finira par marcher. C'est toujours la même séquence, comme un scénario répété encore et encore. Et cela soulève inévitablement une question. Pourquoi personne ne dit rien? Pourquoi tout le monde reste-t-il silencieux face à ce cycle? Peut-être parce que dénoncer ce qui se passe revient à reconnaître qu'il n'y a rien là, au-delà d'un charme superficiel. Et c'est incroyablement douloureux. Lui-même semble inconscient des ravages qu'il cause. Il parle de rêves comme s'il construisait des ponts vers l'avenir, mais les piétine comme s'il savait qu'il ne les franchirait jamais. Et pourtant, il continue de parler, de séduire, d'alimenter les espoirs. Pour combien de temps encore? Avez-vous déjà pensé qu'il avait peut-être besoin que vous continuiez à croire pour entretenir ses propres illusions? Qu'il ne pouvait se voir qu'à travers le regard admiratif des autres, et que lorsque ses yeux se fermaient, il s'effondrait intérieurement? Cette dépendance est subtile, mais bien réelle. Elle vous tient, non pas par la force, mais par enchantement. Et chaque fois que vous essayez de lâcher prise, quelque chose en vous hésite. Vous vous demandez, et si cette fois-ci c'était différent? Et si j'abandonnais maintenant et qu'il finissait par changer? Mais il ne change pas, pas encore. Et c'est là que l'ombre commence vraiment à se révéler. De petits gestes insouciants, des engagements rompus sans prévenir, des dettes qui s'accumulent, des excuses qui paraissent de plus en plus fragiles, des promesses qui paraissent de plus en plus creuses. On a l'impression de regarder quelqu'un se noyer lentement, mais lui, il nage. Pourquoi persiste-t-il? Croit-il vraiment pouvoir rester à flot éternellement? Ou sait-il déjà au fond de lui qu'il coule? Et vous réalisez aussi autre chose. Sa douleur n'est pas seulement la sienne, elle est partagée. Elle se propage à toute sa famille, lasse de payer ses factures émotionnelles et financières. Elle se propage à ses amis, qui cessent de l'appeler de peur d'entendre la même chose. Elle se propage à ses amants, qui se réveillent un jour épuisés, n'ayant plus la patience de tenir leurs promesses. Ils commencent à devenir toxiques, non pas par volonté, mais parce qu'il ne sait pas comment être autrement. Le charmant garçon cède la place à un homme imprévisible, égoïste et absent. La légèreté se transforme en irresponsabilité, le charisme en manipulation inconsciente. Ce qui semblait être la liberté se transforme en abandon. Et voici un point important. Vous êtes-vous déjà demandé s'il était conscient du mal qu'il causait, ou s'il était tellement convaincu d'être une victime du monde qu'il ne voyait plus ses propres défauts? Il y a quelque chose de triste dans tout cela, parce qu'on voit le potentiel qu'il détient, on voit le talent, la sensibilité, le génie qui pourrait s'épanouir, et c'est ce qui fait le plus mal, voir tout cela s'effondrer. Il parle de spiritualité, mais n'arrive pas à payer ses factures. Il parle d'amour, mais ne parvient pas à entretenir une relation au-delà de la passion initiale. Il parle de liberté, mais vit prisonnier de peur qu'il refuse d'admettre. Et tu commences à te demander, pourquoi suis-je encore là?
Pourquoi est-ce que je continue à me laisser entraîner dans cette spirale? Peut-être parce que tu as peur aussi. Peur de lâcher prise et d'être accusé de l'avoir abandonné. Peur d'admettre que tu ne peux pas le sauver. Peur de reconnaître que la responsabilité du changement lui incombe entièrement. Mais la vérité est la suivante. Personne ne peut rien faire pour lui. Aucune aide ne fonctionnera tant qu'il ne sera pas prêt à se voir. Et jusque-là, la destruction continue. Lent, silencieux, dévastateur. Avez-vous remarqué comme tout chez lui est toujours tourné vers l'avenir? Comme il ne parle jamais du présent. Toujours quand et jamais aujourd'hui. Et ce ne sont pas que des paroles. C'est un état d'esprit. Il vit dans l'espoir d'un lendemain qui n'arrive jamais, car il n'en a jamais assez. Pourquoi ne peut-il pas accepter que la vie est faite d'imparfaits, de quotidien, de ce qui est ici et maintenant? La réponse réside peut-être dans la peur d'être ordinaire, dans la peur de se regarder et de découvrir qu'on n'est pas spécial, qu'on est juste humain. Et quand vous commencez à voir cela, tout change. Le charme est rompu. L'admiration se transforme en compassion. La compassion se transforme en épuisement. Et vous réalisez qu'il est peut-être déjà trop tard pour lui. Mais est-ce vraiment le cas? C'est la question qui demeure. Parce que parfois, au fond de ses yeux, il y a encore une étincelle, un appel à l'aide inexprimé. Et c'est ce qui vous retient, c'est ce qui vous empêche de vous détourner. Mais combien de temps peut-on attendre sans se perdre aussi? C'est la question que personne ne veut poser. Et pourtant, il faut le faire. Car le garçon qui refuse de grandir ne se détruit pas seulement lui-même. Il entraîne dans sa chute ceux qui osent l'aimer. Et c'est là la grande tragédie. Il ne voit pas. Il ne voit pas la douleur qu'il cause. Il ne voit pas les ponts brûlés. Il ne voit pas les ruines qu'il laisse derrière lui. Ou alors, je vois et je ne peux pas supporter de l'admettre. Mais tu vois, tu as toujours vu. Et maintenant, tu ne peux plus faire semblant. Et c'est à ce moment-là que se pose la question finale de cette étape. Que se passe-t-il lorsque tous ceux qui l'entourent ont disparu? Lorsqu'il n'y a plus personne pour entretenir son illusion? Va-t-il enfin se réveiller? Ou va-t-il couler pour de bon? Cette réponse n'est pas encore arrivée. Et quand il arrivera, il sera impossible de l'ignorer. Dans le prochain chapitre, vous comprendrez pourquoi il ne parvient pas à s'évader seul de cette prison. Vous découvrirez d'où vient cette dépendance silencieuse qui le maintient enchaîné. Et peut-être qu'en découvrant cela, vous découvrirez aussi quelque chose sur vous-même. Êtes-vous prêt pour cela? Alors ne fermez pas les yeux maintenant, parce que la partie suivante révèle ce qu'il cache même à lui-même, et vous ne voudrez pas le manquer. Avez-vous remarqué qu'il n'est jamais complètement seul? Même lorsqu'il semble indépendant, même lorsqu'il affirme n'avoir besoin de personne, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui veille à ce qu'il ne sombre pas complètement. Ce pourrait être sa mère qui continue de payer ses factures lorsqu'il disparaît, sa grand-mère qui prépare une chambre pour son retour, sa compagne qui le soutient pendant qu'il écrit un nouveau chapitre inachevé de son histoire. Cette présence est parfois physique, parfois symbolique, mais elle est là, silencieuse, invisible, entretenant l'illusion de sa liberté. C'est l'un des secrets les plus inconfortables de ce voyage. Derrière l'homme qui refuse de grandir, se cache presque toujours une figure, ou plusieurs, qui rendent son refus possible. Carl Jung appelait cela la dépendance archétypique au féminin maternel. Autrement dit, un homme qui vit encore dans le ventre psychologique de sa mère. Un homme qui, même adulte, s'attend encore à être élevé comme un enfant. Et vous pensez peut-être que cela n'a rien à voir avec lui. Après tout, il semble détester être contrôlé, ne suit pas les conseils et fuit les règles. Mais ne vous y trompez pas, il ne fuit pas toutes les femmes, seulement celles qui lui demandent de s'épanouir. Il ne fuit jamais les autres, celles qui le protègent, le justifient et effacent ses défauts. Cette dépendance peut être explicite comme dans l'histoire de Lucas, un homme de 34 ans que j'ai rencontré lors d'une conférence. Il vivait seul, mais chaque mois, lorsque le loyer était en retard, sa mère payait. Après avoir perdu un autre emploi, il est retourné vivre chez ses parents, le temps de se reprendre. À la fin de sa relation avec sa petite amie, il a pleuré dans les bras de sa mère. Je lui ai demandé si cela le dérangeait, et il a répondu en souriant. C'est bon de savoir que quelqu'un sera toujours là pour moi, mais ce n'est pas toujours aussi évident. Parfois, cette figure est celle d'une partenaire qui assume le rôle de mère sans s'en rendre compte. Une femme qui paie les factures pendant qu'il se trouve, qui fait tout le ménage pendant qu'il rêve de devenir artiste, qui justifie son absence auprès de tous en se disant différent. Et là, une question dérangeante se pose.
Cherche-t-il une femme ou une mère? Veut-il une compagne ou quelqu'un qui le protège du monde? Cette question n'est pas seulement philosophique. Dans une étude publiée par Journal du développement des adultes, 67% des hommes qui s'identifiaient à des schémas d'immaturité émotionnelle ont déclaré que la personne la plus importante dans leur vie restait leur mère. Et parmi eux, plus de la moitié ont déclaré avoir des difficultés à entretenir des relations durables. C'est comme s'ils recherchaient, dans les relations, le même sentiment d'abri et de bien-être que dans leur enfance. Avez-vous remarqué comme il idéalise la femme parfaite, comme il parle d'elle comme d'une déesse, d'une sauveuse, de celle qui finira par résoudre tous ses échecs, mais lorsqu'elle apparaît, réelle, avec ses défauts et ses attentes, il est déçu et s'enfuit. C'est parce qu'au fond, il ne veut pas d'une vraie femme, il veut une mère déguisée. Et cela a de graves conséquences, car tant qu'il restera attaché à cette figure, qu'elle soit littérale ou symbolique, il ne parviendra pas à la maturité. Il ne construira rien de lui-même. Il ne prendra pas ses responsabilités. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que cette étreinte excessive, qui ressemble à de l'amour, est aussi une forme d'emprisonnement. Jung appelait cela la grande mère dévorante, celle qui, au lieu de donner la vie, étouffe. Et peut-être pensez-vous que c'est exagéré. Mais regardez, avez-vous déjà remarqué qu'il a toujours un endroit où retourner? Il n'a jamais connu le désespoir d'être vraiment seul, qu'il y a toujours quelqu'un pour nettoyer le désordre après sa fugue. Serait-ce pour cela qu'il ne ressent jamais le besoin de changer? J'ai rencontré un jour un homme nommé Raphaël, 38 ans, qui semblait avoir tout pour lui. Intelligent, charismatique, créatif. Mais il ne quittait jamais son domicile. Il vivait chez sa grand-mère. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il ne déménageait pas, il a répondu qu'il ne voulait pas laisser la vieille dame seule. J'ai demandé à sa grand-mère ce qu'elle en pensait, et elle m'a répondu « Je ne le laisserai pas partir. Je ne sais pas comment vivre sans lui. » Ils étaient coincés l'un avec l'autre. Aucun d'eux n'a vraiment survécu. Avez-vous déjà pensé que cette relation existe peut-être aussi dans votre vie? Que vous soutenez peut-être quelqu'un qui refuse de voler de ses propres ailes? C'est là que le récit devient encore plus difficile à avaler. La figure protectrice se nourrit aussi de cette dépendance. C'est un jeu inconscient de pouvoir et de fragilité. Elle sent qu'il a besoin d'elle. Il sent qu'elle ne le quittera jamais. Ainsi, tous deux restent prisonniers, chacun renforçant la prison de l'autre. Avez-vous déjà remarqué que, dans ces histoires, il apparaît toujours comme la victime et le monde comme le méchant? Il y a toujours quelqu'un qui l'a trahi, qui n'a pas cru en lui, qui ne lui a pas donné sa chance. Ce n'est pas une coïncidence. Ce récit lui permet de rester l'enfant lésé qui mérite d'être sauvé. Et tant qu'il y aura des sauveteurs, il ne changera pas. Combien de fois avez-vous essayé de le lui dire? Combien de fois avez-vous essayé de lui montrer qu'il devait couper le cordon? Combien de fois avez-vous été accusé d'être insensible, cruel, impatient? Peut-être parce qu'au fond, il sait que tu as raison. Mais il ne sait pas vivre sans ce soutien qui a toujours été là. Et puis vient la question la plus difficile. Que se passe-t-il quand la mère disparaît? Quand il n'y a plus personne pour le soutenir? Il existe un cas célèbre, rapporté par un psychiatre italien en 1972, celui d'un homme qui a vécu avec sa mère jusqu'à l'âge de 55 ans. Elle est décédée subitement, et il a tout simplement cessé de quitter la maison. Il ne pouvait plus payer ses factures, ni cuisiner, ni gérer ses émotions. En 2 ans, il avait tout perdu et a dû être hospitalisé. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait rien fait pour se préparer, il a répondu « Je n'aurais jamais cru qu'elle partirait. » Combien d'hommes vivent ainsi sans même s'en rendre compte? Et vous? Combien de fois vous êtes-vous mise dans la peau de cette mère symbolique pour quelqu'un? Cette dépendance ne se limite pas à lui. Elle s'étend aussi à la personne qui le soutient. Elle croit que si elle le laisse partir, il se détruira. Et peut-être le fera-t-il, pendant un temps. Mais c'est sa seule chance de renaître en tant qu'homme. Cette rupture est douloureuse, car la mère doit mourir pour que l'enfant vive. Pas la mère au sens littéral, mais la mère psychologique. Le lien doit être rompu pour que l'enfant puisse devenir entier. Êtes-vous prêt pour cela? Est-ce qu'il l'est? Ou préféreraient-ils tous deux continuer cet acte, prétendant que c'est de l'amour, alors qu'en fait c'est de la peur? C'est la prison la plus subtile et la plus puissante. Elle est trop confortable pour être facilement abandonnée, mais elle est aussi trop destructrice pour durer éternellement. Et vous l'avez sans doute déjà compris, il arrive un moment où l'univers lui-même force cette rupture. Un jour,
sa mère ne sera plus là. Un jour, sa compagne ne pourra plus le supporter. Un jour, il se retrouvera seul devant le miroir. Et que verra-t-il quand cela arrivera? C'est la question qui ouvre la prochaine étape de ce voyage. Car le moment où il coupe enfin le cordon est le même moment où commence la véritable traversée. Et cette traversée n'est pas belle. Elle n'est pas indolore. Elle n'est pas simple. Mais elle est la seule capable de le transformer. Êtes-vous prêt à découvrir comment cela se produit? Alors ne regardez pas en arrière maintenant. Car ce qui vient ensuite n'est pas pour ceux qui préfèrent rester dans le confort. Ce qui vient ensuite est pour ceux qui osent naître. Il arrive un moment où il n'y a plus d'échappatoire. Ce moment ne vous prévient pas qu'il arrive. Il arrive, tout simplement. Parfois c'est subtil, comme un regard dans le miroir un jour ordinaire où rien ne s'est passé. D'autres fois, c'est brutal, comme la perte de tout ce qui vous soutenait encore. Quelle que soit la forme, cela arrive toujours. Et quand il arrive, l'homme qui a passé toute sa vie à fuir réalise enfin qu'il n'a plus nulle part où aller. C'est à ce moment-là qu'il commence à ressentir un poids différent. Ce n'est pas le poids des obligations extérieures, ni celui des attentes des autres. C'est quelque chose de plus profond, de plus dense, de plus silencieux. C'est le poids de savoir que s'il ne fait rien, personne ne le fera à sa place. Que s'il ne commence pas maintenant, il ne commencera jamais. Que s'il continue d'attendre, la vie passera simplement devant lui comme un train qui ne s'arrête jamais. Mais ce réveil n'est pas doux. Bien au contraire, il fait aussi mal que l'effondrement d'un mur qu'il a construit pour se protéger. Et personne n'aime voir ces murs s'effondrer. Personne n'aime affronter la vie sans excuse. C'est à ce moment-là qu'il réalise enfin l'ampleur des ruines qui l'entourent, les promesses non tenues, les gens qui sont partis, les occasions manquées. Il regarde en arrière et voit les traces de ce qui aurait pu être, mais qui n'a pas eu lieu. Et il comprend qu'il ne peut plus se cacher. Cependant, cette prise de conscience n'apporte pas de soulagement immédiat. Elle engendre la peur, une peur si intense que l'espace d'un instant, il envisage même d'abandonner avant même d'essayer. Car grandir exige quelque chose qu'il ignore, renoncer aux fantasmes qui l'ont maintenu en vie jusqu'à présent. Mais abandonner fait mal. C'est douloureux parce que cela signifie enterrer des rêves irréalistes, accepter que certaines portes ne s'ouvriront plus jamais, admettre qu'on n'est pas aussi spécial qu'on l'a toujours cru. C'est douloureux parce que cela signifie se regarder sans filtre. Et ici commence la traversée. Ce voyage n'a ni carte ni garantie. Il n'offre ni applaudissements, ni récompenses immédiates. Il n'offre que soi-même, nu devant la vie. La première étape est presque toujours la solitude. Car ceux qui ont toujours fui leurs responsabilités ont généralement aussi fui leur propre compagnie. Être vraiment seul, sans personne pour ranger vos affaires, sans personne pour vous mentir en vous disant que tout va bien, est insupportable au début. La maison semble trop grande, les factures trop lourdes, les journées trop longues. Avez-vous déjà remarqué à quel point la solitude a le pouvoir de révéler des vérités auparavant invisibles? C'est dans la solitude qu'il comprend enfin que personne ne viendra à son secours, que personne ne fera son lit, que personne ne sauvera son histoire. Et dans ce silence, quelque chose commence à s'éveiller en lui, un sentiment nouveau, qu'il n'avait peut-être jamais éprouvé auparavant, un malaise qu'il ne peut plus ignorer. Il réalise que la liberté qu'il idolâtrait tant était toujours une prison, que la légèreté dont il affichait tant n'était que peur, que la rébellion dont il faisait preuve était toujours une échappatoire. Il se rend compte que la vie n'attend pas, et c'est exactement là que le vieux garçon commence à mourir. Ce n'est pas une mort rapide, elle ne survient pas du jour au lendemain. C'est lent, douloureux, parsemé de rechutes. Parfois qu'il se réveille en pensant avoir réussi, s'être transformé, et le lendemain, il se retrouve à répéter les mêmes erreurs. Parfois, il se lève pour affronter le monde et se précipite dans sa chambre en pleine journée. Parfois, il se croit prêt à prendre sa propre histoire en main, mais espère secrètement que quelqu'un viendra le sauver au dernier moment. Mais petit à petit, l'homme qu'il pourrait être commence à émerger de sous les décombres. C'est à ce moment-là qu'il doit faire quelque chose qu'il n'a peut-être jamais fait auparavant. Choisir. Choisir de travailler même s'il n'en a pas envie. Choisir de rester même si tout en lui veut s'enfuir. Choisir de se soucier de lui même s'il ne se sent pas aimé. Choisir de continuer même sans aucune garantie. Ce choix est ce qui sépare ceux qui vieillissent simplement de ceux qui grandissent vraiment. Et ce n'est pas facile. Il découvre que mûrir signifie renoncer à l'extase immédiate au profit d'une construction silencieuse. Cela signifie accepter que tous les jours ne sont pas beaux,
mais que chacun compte. Cela signifie troquer le feu de la nouveauté contre la lumière constante d'une flamme qu'il entretient lui-même. C'est à ce moment-là qu'il comprend que la responsabilité n'est pas une prison. C'est un fondement. C'est un fondement. C'est une racine. Et vous découvrez aussi quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé. La véritable liberté ne consiste pas à n'avoir de compte à rendre à personne. Il s'agit de pouvoir enfin répondre de ses actes. Cette prise de conscience change tout, car il commence à regarder en arrière et à réaliser qu'à chaque fois qu'il fuyait, il ne fuyait pas les autres, mais lui-même. Qu'à chaque fois qu'il blâmait les autres pour sa souffrance, il était en réalité incapable de l'affronter. Et puis surgit la douleur la plus aiguë, le deuil de ce qui n'a pas été, le deuil du garçon qu'il croyait être, de l'homme qu'il avait promis de devenir, des histoires qu'il a racontées et qu'il n'a jamais vécues, de ceux qui ont aimé un fantôme et non un homme. Pleurer sur ce qui s'est passé n'est pas une faiblesse, c'est un début, car seuls ceux qui pleurent ce qu'ils ont perdu sont capables d'avancer vers ce qu'ils peuvent accomplir. Et à partir de là, quelque chose change dans son regard. Il commence à voir du travail là où auparavant il ne voyait qu'un fardeau. Il commence à voir de l'amour là où auparavant il ne voyait que des menaces. Il commence à voir de la routine là où auparavant il ne voyait que de l'ennui. Il commence à comprendre que la vie ne consiste pas à être spécial, mais à être présent. Et puis tu découvres que tu n'as plus besoin de personne pour te sentir entier. Non pas que tu n'aies plus besoin d'amour, mais parce que tu comprends enfin que l'amour n'est pas un refuge. C'est une rencontre, que ce n'est pas à quelqu'un d'autre de réparer les choses, mais à toi. Et avec chaque petit geste, un paiement effectué à temps, une parole tenue, une décision respectée, il construit quelque chose d'invisible et de puissant, la dignité. Cette dignité ne s'achète pas, elle ne s'hérite pas, elle ne peut être falsifiée. Elle n'apparaît que lorsqu'on cesse d'attendre un miracle et qu'on commence à être soi-même son propre miracle. Et, curieusement, lorsque cela se produit, quelque chose de magique se produit. Des personnes autrefois distantes se rapprochent. Ses amis reprennent confiance en lui. Ses proches le regardent d'un œil neuf. Il n'a plus besoin de promettre quoi que ce soit, car il vit déjà tout ce qu'il avait promis. Et c'est à ce moment-là qu'il comprend enfin que grandir ne signifie pas trahir son essence, mais au contraire, l'honorer. Que cela ne signifie pas tuer le garçon qui sommeille en lui, mais le remettre à sa juste place. Le garçon vit toujours là, bien sûr, mais désormais, il ne règne plus. Désormais, il inspire. Il est source de créativité, d'imagination et de légèreté. Mais c'est l'homme qui choisit les chemins. C'est la naissance que Jung appelle individuation. Lorsque l'homme cesse d'être une pièce inconsciente du collectif et devient entier, unique, vrai. Et vous, avez-vous déjà vécu ce cheminement? Vous êtes-vous regardé sans excuse? Avez-vous renoncé au confort de l'illusion pour construire la solidité de la réalité? C'est une question à laquelle personne ne peut répondre à votre place. Et si vous n'avez pas encore fait ce voyage, sachez qu'il n'attend pas. Car la vie ne s'arrête pas pour ceux qui hésitent. Elle continue, avec ou sans vous. Et quand vous ferez enfin ce premier pas, vous aurez peur. Vous ressentirez de la douleur. Vous aurez envie d'abandonner. Mais si vous continuez, un jour vous vous réveillerez et réaliserez que la liberté que vous avez toujours recherchée était entre vos mains depuis toujours. Et alors vous comprendrez qu'il ne s'agit pas de voler sans ailes, mais de construire des ailes en marchant. Et puis enfin tu pourras regarder en arrière et être reconnaissant pour les ruines. Car sans elles, tu n'aurais jamais trouvé la force de reconstruire. Et quand vous regarderez devant vous, vous verrez que la route est encore longue. Mais cette fois, elle n'est plus effrayante. Parce que maintenant, enfin, tu es prêt à marcher. Il arrive un moment où il n'y a plus d'excuses à inventer, plus de promesses à faire. Un moment où la vie vous fait enfin payer le prix de toutes ces années passées à vous cacher de vous-même. Ce moment n'est pas une punition, c'est une invitation à enfin vivre pleinement. Vous avez peut-être l'impression que ce moment est déjà arrivé. Peut-être est-il arrivé lentement, dans des silences qui ont commencé à peser lourd. Peut-être est-il arrivé violemment, avec la perte de quelqu'un, de quelque chose, voire de vous-même. Peu importe comment il est arrivé, l'important est que vous le reconnaissiez maintenant. Tout ce que vous avez entendu jusqu'ici ne concerne pas seulement l'autre personne, cet homme qui refuse de grandir. Il s'agit aussi de vous, des parts de vous qui ne sont pas encore nées, des peurs que vous persistez à appeler liberté, des évasions que vous prenez pour du courage. Et maintenant,
Il faut décider. Continueras-tu à te cacher derrière l'illusion qu'il existe encore un temps infini? Ou feras-tu le premier pas? Parce que personne ne peut franchir ce pas à votre place. Personne ne peut vivre votre vie à votre place. Personne ne peut construire le chemin que vous seul pouvez parcourir. Et peut-être vous demandez-vous par où commencer. Par où commencer quand tout semble trop grand, trop difficile, trop lointain? C'est précisément pourquoi je souhaite vous proposer un plan. Ce n'est pas un manuel parfait, ni un ensemble de règles applicables à tous, mais une voie possible pour mettre en pratique tout ce que vous avez ressenti aujourd'hui et le transformer en action concrète. D'abord, il faut s'arrêter, prendre le temps de ressentir le poids de ses choix, prendre le temps de regarder les ruines que l'on a laissées derrière soi. Ne les fuis pas, écris-les si tu veux. Écris chaque promesse non tenue, chaque relation abandonnée, chaque opportunité manquée, non pas pour te punir, mais pour voir, car on ne peut changer que ce que l'on a le courage de voir. Ensuite, choisissez quelque chose de petit, une seule chose, quelque chose que vous savez devoir accomplir, mais que vous remettez à plus tard depuis trop longtemps. Cela pourrait être rembourser une dette, cela pourrait être présenter des excuses à quelqu'un, cela pourrait être terminer quelque chose que vous avez commencé. Peu importe ce que c'est, tant que c'est réel et concret. Faites ce choix et tenez-vous-y. Pas un jour, mais jusqu'au bout. Même si ça fait mal, même si ce n'est pas parfait, même si personne ne le remarque. C'est la première pierre de tout ce que vous construirez. Et puis, établissez une routine minimale. La maturité ne naît pas de grands gestes, mais de petites actions répétées avec constance. Fixez-vous des heures pour vous réveiller, travailler, prendre soin de votre corps, vous reposer. Non pas que la routine soit une prison, mais parce qu'elle est le fondement sur lequel la liberté peut enfin exister. Autorisez-vous à faire votre deuil. Vous devrez dire adieu à la version de vous-même que vous croyez trop spéciale pour la réalité. Vous devrez enterrer l'enfant qui se cachait derrière ses rêves pour éviter la déception. Vous devrez accepter que vous n'êtes pas parfait et que vous ne le serez jamais. Et en même temps, ne tuez pas complètement le garçon. Laissez-le exister, mais à sa juste place, comme source d'inspiration, comme un rappel qu'il est encore possible de rêver, sans oublier de marcher. Enfin, trouvez-vous un but, quelque chose qui ne vous concerne pas seulement, quelque chose qui vous rappelle chaque jour pourquoi il est important de se réveiller. Cela peut être un projet, une cause, une personne, une communauté. Quand on comprend qu'on ne vit pas que pour soi, le poids de grandir devient plus léger. Ce plan ne sera pas facile. Il vous demandera plus que n'importe quelle évasion. Mais pour la première fois, vous aurez l'impression de construire quelque chose de concret. Et si vous trébuchez, car vous trébucherez, n'abandonnez pas. Souvenez-vous que tomber fait partie de la vie. L'important est de se relever une fois de plus. Respirez profondément. Fermez les yeux un instant et imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous aviez le courage de suivre cette voie. Imaginez ce que ce serait de regarder en arrière dans 5 ans et de constater que vous n'avez pas laissé la peur vous paralyser. Cette image est possible. Cette image est la vôtre. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Je sais que ça peut paraître effrayant. Je sais que vous ne vous sentez peut-être pas encore prêt. Mais la vérité, c'est que personne ne l'est. Et personne n'a besoin de l'être. Parce que la préparation ne vient qu'en cours de route. Alors faites le premier pas aujourd'hui. Pas demain. Pas quand les conditions seront idéales. Aujourd'hui. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'une partie de vous a déjà décidé de ne plus vivre dans l'ombre. Alors, laissez-la grandir. Je vous invite à partager votre expérience avec moi. Commentez ci-dessous, même anonymement, ce que vous ressentez après avoir entendu tout cela. Quel a été le moment qui vous a le plus touché? Quelle sera la première étape que vous franchirez? Abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ce voyage avec moi. Il y a tant à découvrir et à vivre ensemble. Aimez cette vidéo pour qu'elle atteigne davantage de personnes qui ont besoin de l'entendre. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Nous sommes ici pour marcher ensemble. Maintenant, c'est ton tour. Commencez aujourd'hui.